Bienvenue dans notre live du MOOC Sorbonne Droit des entreprises. Nous sommes contents de vous accueillir avec quelques minutes de retard pour notre direct dû à des petits problèmes techniques, mais vous pourrez avoir accès dorénavant au direct dans de bonnes conditions. Et pour ceux qui auraient des problèmes techniques, vous pourrez toujours avoir accès à cette vidéo par la suite. Nous la mettrons en ligne très rapidement, elle sera consultable très rapidement. Donc merci d'être avec nous. Et je suis avec deux de nos community managers. Je suis avec tout d'abord Chantal Donzel. Bonjour. Voilà, qui est docteur en droit et qui est spécialisée en droit des affaires et en droit des sociétés. Bien. Par ailleurs, nous avons à côté de nous Monsieur Julien Delvalet, qui est doctorant, donc qui prépare une thèse et qui est également ATER, c'est-à-dire assistant d'enseignement et de recherche à l'Université Paris 1. Et je suis moi-même Bruno Dondero, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur du Centre audiovisuel d'études juridiques. Donc, vous avez compris le principe de notre MOOC, et vous savez qu'en matière de MOOC, on est dans l'expérimentation et dans l'innovation. Nous avons choisi de recourir à un support particulier qui est celui de ces vidéos en direct, au cours desquelles vous pouvez nous poser des questions qui nous arrivent par Twitter. Nous consulterons également Facebook pour voir si vous avez des questions. Et de cette manière, nous répondrons, nous dialoguerons directement avec vous. C'est un peu le sentiment d'être face à un amphithéâtre gigantesque, même si une bonne partie d'entre vous, et sans doute la majorité, n'êtes pas étudiants au sens strict. Et de cette manière, vous poserez des questions que vous posez par ailleurs, nous y répondrons, mais il y a aussi moyen de poser des questions en direct et de dialoguer véritablement. Alors, sur notre MOOC, il est consacré au droit des entreprises et particulièrement, vous le savez, à l'entreprise organisée sous forme de société. Alors, cette organisation particulière, nous avons 6 semaines pour l'étudier ensemble. Nous ne voyons pas l'intégralité, nous ne voyons pas tout le droit des sociétés, qui est une matière très large, très complexe, mais nous tâchons de vous apporter des connaissances de base, mais aussi des connaissances plus approfondies sur certains points. Et vous le savez, vous pouvez constituer entre vous, et vous le faites déjà sur les forums, constituer des groupes de travail. Et avec ces groupes de travail, vous allez parfois très loin dans les questions qui sont posées. Avec les community managers, nous avons vu des questions qui sont des questions. Alors certains d'entre vous qui les posent ou qui apportent les réponses sont des avocats, sont des juristes très expérimentés, mais il y a des questions qui sont des questions très pointues, des questions qui touchent véritablement à certains aspects de la pratique très avancés. Notre MOOC, avant que nous entrions dans le vif du sujet, je voulais simplement évoquer avec vous le fait que, à l'été 2013, Madame Fleur-Pellerin avait évoqué l'idée qu'on crée une école de l'entrepreneuriat. Et ce MOOC droit des entreprises, eh bien, d'une certaine manière, il répond en partie à ce souhait de Madame Pellerin, puisqu'il permet d'apporter aux personnes qui s'inscrivent, et elles peuvent s'inscrire, vous le savez, gratuitement et sans conditions particulières, eh bien ce MOOC permet de leur apporter des connaissances sur l'organisation juridique des entreprises. Vous êtes ce soir au dernier décompte qui a été fait, 8000 inscrits, ou quelques-uns au-dessus ou quelques-uns en dessous. En tous les cas, vous êtes très nombreux à nous suivre et à être inscrits à ce MOOC. Et je trouve que ça serait bien qu'on diffuse encore cette information parce que c'est quelque chose qui est important. Il y a des moyens conséquents qui sont déployés pour réaliser cette première expérience par l'Université Paris 1, par la plateforme Fun. Nous avons le soutien d'éditeurs, particulièrement le soutien des éditions Francis Lefebvre. Et nous sommes plusieurs enseignants investis sur ce projet. Voilà, donc c'est important, je crois. Nous essayons chacun à notre échelle de le faire, mais c'est important de diffuser cette information et d'insister sur le fait que c'est une formation gratuite et ouverte à tous, en précisant encore que des personnes qui voudraient s'inscrire en cours de route peuvent le faire et sont encouragés à le faire jusqu'au 18 juin. Il est toujours possible de s'inscrire et de faire, par ailleurs, vous savez que vous avez ce système de QCM qui est mis en place et qui vous permettra, si
vous réussissez les QCM, d'obtenir un certificat de réussite à notre MOOC. Voilà, et un conseil d'enseignant et d'enseignant qui est souvent en contact avec des personnes qui cherchent du travail, c'est aussi de penser, si vous suivez ce MOOC et si vous réussissez à ce MOOC, à le valoriser, à valoriser cette expérience en l'indiquant sur votre CV. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet et nous allons aborder un premier thème. Nous en verrons 4 ensemble ce soir. Premier thème qui est celui de la société. Cela nous tiendra lieu d'introduction. Alors, sur la société, une première chose que je voudrais évoquer avec vous, et pour répondre à certaines des questions que vous avez pu poser, eh bien, c'est la question des formes alternatives d'organisation à la société. Certains d'entre vous nous ont interrogés en disant « mais est-ce qu'il y a d'autres formes d'organisation? Est-ce qu'une entreprise, ça ne peut pas être autre chose qu'une société ?» Eh bien, en réalité, il faut bien comprendre que quand vous n'êtes pas en société, vous êtes nécessairement en entreprise individuelle. Parfois, vous pouvez trouver des présentations où on vous parle d'EI. On vous dit, est-ce que vous êtes en EI ou en SARL, par exemple? Alors, il faut comprendre que l'EI, l'entreprise individuelle, ça n'est pas une forme juridique. De même, quand on a parlé, on va en parler dans quelques secondes, mais quand on a parlé des auto-entrepreneurs, l'auto-entrepreneur, ça n'est pas une organisation juridique. Vous avez deux possibilités. Soit vous êtes une personne physique en train d'exploiter une entreprise, soit vous êtes une personne morale, et alors la plupart du temps, vous serez une société. Si vous n'avez pas constitué une société, si vous n'avez pas une personne morale qui exploite l'entreprise, il y a un problème pour votre patrimoine, c'est que votre patrimoine, avec vos différents biens, votre résidence principale par exemple, votre résidence principale se trouve logée, entre guillemets, dans le même patrimoine que votre entreprise, et votre entreprise avec le passif social qui peut être très important et qui est généré par votre entreprise. Ça veut dire par exemple que vous pourriez avoir, je sais pas moi, un client de votre entreprise se blesse, vous assigne en responsabilité et ça veut dire que vous avez dans votre patrimoine, dans la partie passive, c'est-à-dire les dettes de votre patrimoine, vous avez une dette importante qui va apparaître. Et cette dette importante, eh bien, elle va avoir en face d'elle des actifs que ce créancier, parce qu'il faut l'appeler comme cela, va pouvoir saisir. Et parmi ces actifs, il y aura l'actif le plus important de l'entrepreneur personne physique, c'est la résidence principale. Alors cela, je crois que c'est assez clair. L'idée, c'est que si vous êtes personne physique, vous n'avez en principe qu'un patrimoine, et dans ce patrimoine, vous avez tout votre actif et tout votre passif. Et donc, l'avantage de la société, c'est que vous allez pouvoir mettre votre entreprise, vous allez apporter votre entreprise et vous allez la placer dans le patrimoine de la société. Et vous aurez du coup deux personnes distinctes, la société avec son patrimoine, avec l'entreprise d'un côté, et vous, par ailleurs, avec votre patrimoine, vous aurez des actifs, votre résidence principale, vos parts de société, mais les créanciers ne seront pas vos créanciers à vous, personnes physiques, ce seront les créanciers de votre société. Et donc, ils ne pourront saisir que les biens que vous aurez apportés à la société. Voilà pourquoi la société, on peut le dire, c'est une bonne technique de protection du patrimoine de l'entrepreneur. Est-ce que Chantal, par exemple, vous voulez compléter ce propos sur cet aspect de protection? J'ai envie de vous interroger pour qu'on dialogue un peu ensemble. Est-ce qu'il y a des limites à cela? Est-ce qu'on est toujours bien protégé quand on a constitué une société? Alors, ça dépend évidemment de la forme sociale que vous avez choisie. Les formes sociales dans lesquelles votre responsabilité est illimitée, évidemment, ne vous protègent pas aussi bien que les formes sociales dans lesquelles votre responsabilité est limitée. Les sociétés dans lesquelles les responsabilités sont limitées sont par exemple la société à responsabilité limitée, son nom l'indique bien, la SARL, les sociétés par action, notamment la société anonyme, la société par action simplifiée. Dans ces sociétés-là, le maximum que vous puissiez perdre, c'est votre apport. Alors que dans les autres sociétés, vous pouvez perdre beaucoup plus et notamment engager vos biens personnels. D'accord, alors il faut insister sur le fait que même dans les sociétés à responsabilité
illimitée, par exemple les sociétés civiles ou la société en non collectif, même dans ces sociétés, vous êtes quand même encore mieux protégé que lorsque vous êtes entrepreneur individuel parce que vous n'êtes que garant, vous n'êtes que débiteur secondaire, si l'on peut dire. Ce n'est que si la société ne peut pas payer qu'on viendra chercher éventuellement vos biens. Donc, il faut trouver une organisation patrimoniale satisfaisante pour protéger vos biens personnels, les biens qui ne sont pas affectés à l'entreprise. La société est l'une de ces organisations. Vous avez d'autres formes d'organisation, mais qui sont à la fois assez récentes et assez encore embryonnaires. On cherche encore en France comment protéger le patrimoine de l'entrepreneur. Julien, vous voulez évoquer, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais l'une ou l'autre de ces protections ? Alors oui, effectivement, on a plusieurs possibilités qui ont été ouvertes par le législateur pour les entrepreneurs individuels, avec au premier chef, en 2003, la mise en place effectivement de ce que l'on appelle la déclaration d'insaisissabilité qui permet... C'est difficile à dire. Oui, je me suis entraîné. Qui permet effectivement aux entrepreneurs de déclarer leur résidence principale insaisissable contre les recours de leurs créanciers professionnels. Alors, c'est un petit peu une usine à gaz sous certains aspects, puisque on est censé distinguer les créanciers antérieurs à la déclaration des créanciers postérieurs, et à compter de la déclaration, seuls les créanciers dont la créance n'est postérieurement à cette déclaration se verront opposer l'insaisissabilité du bien. Et cette disposition, sans rentrer trop dans le détail, mais il faut le savoir, a été étendue en 2008 à tous les biens immobiliers que possède l'entrepreneur individuel. Une réforme plus substantielle est intervenue. Alors, si on s'arrête un instant, parce que c'est quelque chose qui est, en France, assez peu pratiqué. C'est assez peu pratiqué. On ne connaît pas vraiment les raisons pour lesquelles c'est assez peu pratiqué. Il y a eu assez peu de publicité, finalement, autour de cette déclaration d'insaisissabilité. Vous voyez, moi aussi, j'y arrive. Et donc, il y a eu assez peu de publicité. Ce sont les articles L526.1 et suivants du Code de commerce. Alors, c'est dans le Code de commerce, mais ça ne concerne pas que les commerçants. Mais ce sont donc ces articles L526.1 et suivants qui contiennent les dispositions sur la déclaration d'insaisissabilité. Et ces textes, pour présenter l'institution simplement, prévoient une dérogation au principe suivant lequel, en principe, les créanciers peuvent saisir tous les biens, par principe, de leurs débiteurs. Et cette dérogation, effectivement, porte sur, au départ, la résidence principale, et ensuite, ça a été étendu aux différents biens, mais avec une précision, Julien, qui est les différents biens qui ne sont pas affectés à l'activité professionnelle. C'est une mesure assez logique, assez saine, assez cohérente. Certains en France, j'en suis d'ailleurs, militent pour que la résidence principale soit par principe insaisissable. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Il faut faire une déclaration. Cela est indiqué par l'article L526.2 et suivant. La déclaration d'insaisissabilité, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l'indication de leur caractère propre, commun ou indivis. Après, le régime est compliqué, particulièrement en cas de cession du bien. Ce sont les textes suivants qui prévoient comment on peut faire en sorte de reporter les effets de la déclaration d'insaisissabilité sur le prix, puis sur le bien, enfin sur le prix utilisé en remploi, puis sur le bien acheté par la suite éventuellement. Bon, c'est quelque chose qui est, semble-t-il, peu pratiqué. Je crois qu'on a compté... un chiffre qui circulait il y a quelques années était de 11 000 déclarations d'insaisissabilité. Parfois, quand j'anime des formations, je demande aux professionnels présents dans la salle qui a fait une déclaration d'insaisissabilité. Et généralement, une petite main timide se lève, mais pas plus. Alors, peut-être qu'en réalité, c'est plus pratiqué. Idéalement, ce serait bien que cela devienne une mesure automatique. On ne peut pas saisir la résidence principale de l'entrepreneur, étant précisé qu'aujourd'hui, vous l'avez compris, ça n'est pas une mesure automatique. Il faut avoir fait une démarche particulière. Et il est aussi possible de renoncer
même quand on a fait cette démarche, il est aussi possible de renoncer à la déclaration d'insaisissabilité au profit d'un créancier particulier, par exemple d'un établissement de crédit qui va demander pour consentir un crédit à l'entrepreneur, on parle de l'entrepreneur personne physique, et bien que cet entrepreneur renonce au profit du banquier à la déclaration d'insaisissabilité. Bien. Alors, une autre forme d'organisation particulière de l'entreprise individuelle, toujours, et vous avez des questions à ce propos, ça date de l'année 2010, c'est ce que l'on appelle l'EIRL. Alors, l'EIRL, déjà, ce n'est pas très adroit parce que ça ressemble beaucoup à EURL, donc on peut assez facilement confondre les deux. Ça n'est pas une forme de société. Julien, je vous ai tout à l'heure interrompu dans votre élan. Voulez-vous présenter l'EIRL? Eh bien, avec plaisir. Donc, l'EIRL qui est l'entreprise qui est l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui a pour objet et pour but de permettre à un entrepreneur individuel qui ne choisit pas une forme sociale dotée de la personnalité morale, de tout de même séparer et son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel, afin de dissocier les recours de ses créanciers et mettre à l'abri, in fine, son patrimoine personnel. Alors, pour ce faire, il doit procéder à une déclaration d'affectation d'un ensemble de biens à son patrimoine professionnel. Et cette déclaration qui lui permettra de affecter les biens nécessaires et les biens qu'il considère utiles à l'exploitation de son activité est une réforme qui est entrée en vigueur avec la loi du 15 juin 2010. Absolument. Alors, c'est aux articles L526-6 et suivants qu'on trouve l'EIRL. Alors, j'ai été dur avec vous, Julien, parce que c'est effectivement l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, mais si vous allez voir le Code général des impôts, lui parle d'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Eh bien, on a pensé que il fallait proposer un autre système à l'entrepreneur, mais l'idée de départ est assez étrange parce que l'entrepreneur qui veut véritablement protéger son patrimoine peut constituer une EURL, c'est-à-dire une SARL unipersonnelle. Non, on a voulu lui proposer un autre système et on lui a proposé de fractionner son patrimoine, c'est-à-dire qu'en principe, chaque personne physique a un patrimoine et un seul patrimoine, et donc on a proposé à l'entrepreneur d'affecter un patrimoine à une activité professionnelle. Il peut le faire d'ailleurs pour plusieurs activités professionnelles. Et du coup, il va avoir autant de patrimoine qu'il a décidé de créer de patrimoine affecté. Et il aura dans chacun de ces patrimoines des actifs et des passifs liés à son activité professionnelle. Alors, ça crée une situation un peu compliquée parce que cela veut dire que vous pouvez être en situation saine financièrement pour un de vos patrimoines et dans le même temps être en liquidation judiciaire pour un autre patrimoine. Cela est un peu étrange, mais finalement, on crée des espèces de petites personnes morales, mais c'est là qu'on n'a pas été jusqu'au bout de la démarche, c'est que ce n'est pas une société. Et donc, si notre entrepreneur individuel veut recevoir un associé, eh bien, il n'a pas encore fait le travail parce qu'il n'a pas encore créé de société. Il a utilisé quelque chose qui a une organisation un peu lourde parce qu'il faut choisir quel bien on affecte au patrimoine professionnel. Il y a des risques que des créanciers de l'un ou de l'autre patrimoine contestent, qu'ils disent « mais tel bien, il est dans mon, entre guillemets, patrimoine, le patrimoine où je peux effectuer des actes de saisie. Il va dire en revanche, telle dette, non, elle n'est pas dans ce patrimoine, elle est dans un autre. » Bon, vous allez avoir beaucoup de difficultés juridiques pour finalement, assez souvent, des entreprises qui sont de petites entreprises. Alors, on avait dit que l'on évoquerait l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, on en a beaucoup parlé. Cela a eu un grand succès, l'auto-entrepreneur. Et l'auto-entrepreneur, il faut bien comprendre que véritablement, ça n'est pas une forme d'organisation juridique, c'est simplement que l'on a permis
la réforme remonte à 2003, on a permis que des entrepreneurs se constituent plus facilement. Et donc, on leur a permis, je me corrige tout de suite, c'est 2008 en réalité, et donc on a permis aux auto-entrepreneurs de commencer une activité, mais avec des formalités simplifiées. Et voilà, on n'a pas créé un régime juridique particulier, on a facilité la création d'une entreprise pour encourager précisément la création d'entreprises. Et donc, c'était une bonne idée, sauf que je n'ai pas de nuance, c'est bien qu'on facilite la création d'entreprises, mais il faut bien comprendre que l'on n'a pas donné une structure juridique particulière à son entreprise. Il ne faut pas dépasser un certain montant en termes de chiffre d'affaires. Par exemple, pour l'année 2014, pas plus de 32 900 € si l'on est en activité de service, mais on n'a pas d'organisation juridique, c'est-à-dire que l'auto-entrepreneur, eh bien, il court des risques sur son patrimoine parce qu'il est susceptible de voir eh bien, des créanciers venir saisir tous ses biens. Alors, pour répondre à certaines de vos questions, est-ce que des activités professionnelles seraient exclues du statut de IRL? Il est vrai que l'on n'a pas défini ce qu'est l'entrepreneur individuel. On nous dit tout entrepreneur individuel, sans plus de précision, peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel sans création d'une personne morale. Je précise une chose, c'est que il y a assez peu de déclarations d'insaisissabilité, il y a également assez peu de IRL. Le IRL, ça veut dire que vous faites la démarche de protéger votre patrimoine personnel, mais vous ne voulez pas aller jusqu'à la société. Et finalement, je crois qu'il y a une certaine forme d'incompréhension de la part des entrepreneurs qui ne comprennent pas très bien ce qu'on leur permet de faire. J'ajouterai que, éventuellement, s'ils ont un bien, ce bien, ça va être surtout leur résidence principale et que la déclaration d'insaisissabilité doit suffire à le protéger. Alors, une particularité que j'ajoute sur l'EIRL, avant que nous changions de thème, c'est le fait que l'EIRL permet de rendre cette séparation de patrimoine opposable aux créanciers qui sont antérieurs à la déclaration, à la constitution de IRL. Cela veut dire que l'on peut envoyer une information individuelle à ces créanciers pour leur dire que leur créance a été placée dans un patrimoine particulier, ce qui fait qu'un créancier, alors il peut faire opposition en saisissant un juge, mais le créancier, s'il ne fait pas opposition, se trouvera en situation de ne plus pouvoir poursuivre aucune partie des biens de son débiteur. Donc c'est quelque chose qui peut être dangereux pour les créanciers, étant précisé que cela peut concerner de petits créanciers qui du coup ne vont pas investir l'argent pour saisir un juge, pour demander conseil à un avocat et pour exercer véritablement leur droit d'opposition. Nous avons parlé de la société, nous avons en réalité plus parlé des modes alternatifs d'organisation de l'entreprise, modes alternatifs à la société. Nous allons parler plus de la société maintenant en abordant la question des financements que l'on peut fournir à la société. Ce sont des thèmes que nous avons vus ensemble et que vous avez commencé à voir cette semaine. Et vous avez vu que les deux types de financement que nous abordons sont l'apport et le compte courant d'associés. Alors, nous n'avons pas parlé, en tous les cas pas pour commencer, d'autres modes de financement particuliers, par exemple la possibilité pour certaines sociétés d'émettre des obligations et donc de faire des emprunts, mais des emprunts qui vont être fractionnés en valeurs mobilières distinctes que sont ces obligations. Apport, compte courant d'associés, ce sont des modes de financement utilisés assez fréquemment. L'apport est même utilisé plus que fréquemment, puisque un apport est nécessaire dans une société. Il faut faire un apport
dans une société. Alors après, on a des situations un peu différentes. Parfois, vous avez par exemple la possibilité dans les sociétés par action de procéder à des attributions gratuites d'actions. On appelle ça des agas, au profit particulièrement des salariés, mais on peut dire que les salariés ont fait une forme d'apport en travaillant pour la société. Alors parmi vos questions, je vois passer une question qui me fait réagir. Est-ce que l'apport en industrie ne risque pas d'être qualifié en contrat de travail? C'est vrai qu'il faut faire attention parce que ce que l'on apporte en industrie, c'est-à-dire l'apport en industrie, vous le savez maintenant, c'est l'apport d'une activité. Ce que l'on apporte en industrie, eh bien, ça peut être finalement la même activité que l'on apporterait en tant que salarié. Chantal, est-ce que vous voulez qu'on discute un peu de ça? Est-ce que vous voulez nous donner votre éclairage là-dessus? Volontiers. Alors la difficulté à distinguer apport en industrie et contrat de travail, elle est certaine. Et en fait, la jurisprudence se fonde essentiellement sur la notion de subordination, c'est-à-dire que l'associé n'est pas subordonné. Il est totalement libre, il a même un droit de gestion en qualité d'associé, alors que le salarié, et c'est la définition du contrat de travail, le salarié est nécessairement subordonné à son employeur. Donc dès lors qu'on retrouvera une situation de subordination, eh bien, on ne pourra pas qualifier la situation de société et la personne subordonnée d'associé. Parfait. Pour répondre à une autre question que vous posez, vous demandez s'il y a une exclusivité nécessaire en cas d'apport en industrie. Les textes, c'est l'article 1843-3, ne le disent pas tout à fait comme ça. On nous dit l'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société, lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport. Donc ce que l'on nous dit en réalité, c'est qu'il peut continuer à exercer son activité ailleurs, mais il doit reverser à la société ce qu'il va gagner par le biais de cette activité. Donc finalement, une forme d'exclusivité. Et pour répondre à une autre question, est-ce qu'il est possible de faire un apport en industrie dans toutes les sociétés? Eh bien, en principe, non. En principe, il faut que la loi ait prévu ce type d'apport, mais progressivement, il a été étendu. Alors dans la SARL, il était autrefois possible de manière assez limitée. On pouvait faire un apport en industrie quand on avait apporté son fonds de commerce ou son fonds artisanal et qu'on était l'apporteur ou qu'on était le conjoint de l'apporteur. Et puis ça a été étendu à toutes les hypothèses prévues par les statuts et ça a même été étendu, l'apport en industrie, à la SAS. Alors, on ne sait pas si ça a été beaucoup pratiqué, mais on a voulu permettre à des sociétés innovantes de rémunérer aussi les personnes qui apportaient leur activité, pas seulement par un contrat de travail, mais aussi par des actions particulières, des actions d'industrie qui sont des actions inaliénables, qui doivent faire l'objet d'une réévaluation à un moment donné. Donc on a voulu étendre ce mécanisme, ce qui fait des situations un peu compliquées parfois, parce qu'il faut penser que du coup, vous pouvez, avec la même activité, l'exercer de manière subordonnée en tant que salarié, l'exercer de manière indépendante en tant que prestataire de service, dans un contrat d'entreprise, pour parler avec des termes plus juridiques, parce que le Code civil ne parle pas de contrat de prestation de service, mais de contrat d'entreprise. Mais ce n'est pas l'entreprise que nous étudions ici. Vous pouvez également, si c'est une activité de management, être dirigeant, et vous pourriez encore faire un apport en industrie. Donc finalement, il faut faire attention à la qualification juridique que l'on choisit, parce que le risque, bien évidemment, c'est d'avoir pris une qualification juridique donnée et que quelqu'un, par la suite, vienne vous dire que ce n'était pas la bonne. On demande à quelqu'un de travailler comme, dans le cadre d'un apport en industrie, donc de manière indépendante, et cette personne va recevoir des instructions peut-être un peu trop fermes de la part des autres associés, et il sera tentant pour elle de dire que, eh bien, elle considère qu'elle est en réalité salariée. Ou inversement, on peut croire qu'on est salarié et on peut se retrouver confronté à une requalification de son contrat de travail en apport. Alors je vois qu'il y a des questions sur notre cas pratique. Je repousse ces questions à la fin de notre séance.
Comment est valorisé un apport en industrie? C'est une question que vous posez. Eh bien, on reçoit des actions. On reçoit des actions particulières parce que ce sont des actions dont le régime d'ailleurs juridique n'est pas très net. On ne sait pas vraiment si ce sont des actions ou des parts sociales de même nature que les autres. Dans la SAS, elles sont inaliénables. Voilà déjà un élément qui fait que on peut dire qu'elles n'ont pas le même régime. Inaliénable, ça veut dire qu'on ne peut pas les céder. Pourtant, on pourrait considérer qu'une fois qu'on a fait cet apport en industrie, une fois qu'on a fourni son activité pendant un certain temps, il devrait être possible de céder les actions. Eh bien non, la loi nous dit le contraire. Bon, ce sont des titres, encore une fois, particuliers qui ne donnent pas, par exemple, autre particularité. La jurisprudence nous le dit, un arrêt de 2005, du 19 avril 2005, si ma mémoire est bonne, nous le dit. Lorsque l'on met fin à la société, il n'y a pas de reprise de son apport par l'apporteur en industrie. Ça veut dire que l'apporteur en industrie a fourni une activité à la société pendant un certain nombre d'années, mais lui ne va pas reprendre cette valeur. Ceux qui avaient apporté de l'argent vont reprendre leur apport en numéraire, ceux qui avaient apporté des biens vont reprendre leur apport en nature ou une valeur équivalente. Celui qui a apporté son industrie ne va pas reprendre une somme équivalente à son apport en industrie. Alors, sur le compte courant d'associés, c'est un mode de financement. Alors, nous avons parlé de l'apport en industrie exclusivement. Je ne vais pas reprendre la présentation des différents apports qui est faite sur les vidéos. Vous posez des questions particulières, je vois par exemple sur la qualité de salarié itinérant, non subordonné directement à l'employeur. Peut-elle nuancer la position jurisprudentielle ? Il faut déjà, à mon avis, réfléchir au fait que si vous êtes salarié, vous avez un contrat de travail. Ce contrat de travail prévoit une rémunération pour une activité donnée. Déjà, vous allez avoir une difficulté parce que ça veut dire que pour requalifier, il va falloir montrer que finalement, il va falloir retirer le contrat de travail. Vous ne pouvez pas recevoir une rémunération de deux manières différentes pour la même activité. Alors peut-être que dans cet exemple particulier, il restera une partie d'activité salariée et une partie qui deviendra indépendante. Je n'ai pas connaissance de jurisprudence, parce que c'est la jurisprudence qui aurait éventuellement réglé cette question. Mais pour certains salariés, ça va être plus facile, bien évidemment, de glisser vers l'apport en industrie ou de les pousser vers l'apport en industrie. Des cadres dirigeants, par exemple, on pourra considérer que finalement, ils sont tellement indépendants qu'ils ne sont plus salariés. Bon, en même temps, attention, il ne faut pas vider non plus le contrat de travail de son contenu. Il y a des salariés, le Code du travail prévoit d'ailleurs ce statut de cadre dirigeant qui sont moins subordonnés que les autres. Alors, une question que vous posez également, l'associé sans mandat social mais travaillant au sein de sa société peut se voir qualifié de salarié? Oui, à certaines conditions. Il y a deux conditions qui sont particulièrement importantes. La première condition, c'est exercer un emploi effectif, c'est-à-dire faire quelque chose de plus que de diriger la société. Si vous êtes gérant, ça va être difficile de montrer qu'en même temps, vous avez une activité de directeur commercial qui justifie que vous soyez salarié. Plus la société est petite, plus les fonctions du gérant vont absorber l'activité et moins il y aura de place pour montrer que l'associé est également salarié. Donc il faut montrer un emploi effectif, c'est-à-dire une activité qui soit une activité qui ne recoupe pas celle du dirigeant. Et ça, je réponds bien à votre question parce que ça serait dans l'idée où on a un gérant d'un côté et un associé qui dit « mais moi je suis directeur commercial » et finalement qui va prétendre être salarié pour exercer une activité proche de celle de gérant. Et puis l'autre question importante, et Julien je vais peut-être vous faire réagir là-dessus, c'est la question du lien de subordination. Un associé peut être en état de subordination
vis-à-vis de la société, mais pas toujours. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails? Bien sûr, oui, un associé peut être salarié de sa société, rien ne l'interdit formellement, aucune disposition ne le prévoit. Simplement, c'est toujours cette question délicate du lien de subordination, c'est-à-dire finalement du lien d'autorité qu'exerce la société sur son salarié, la faculté de lui donner des ordres, d'exercer un pouvoir de direction sur son activité. Et la jurisprudence considère, et c'est une jurisprudence constante, que seul l'associé minoritaire, c'est-à-dire celui qui ne détient pas plus de la moitié du capital social ou entre guillemets le contrôle de la société, peut effectivement cumuler avec sa qualité d'associé celle de salarié. Alors, en précisant, oui, c'est tout à fait juste, en précisant que ça concerne le gérant, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que vous soyez gérant et majoritaire et salarié. Ça, la jurisprudence nous dit que ce n'est pas possible. Si vous n'êtes, comme dans l'exemple, comme dans la question que vous posez, si vous n'êtes que associé, vous pouvez être salarié, peut-être même vous êtes associé à 100%, associé unique, vous pouvez être salarié, ça n'est pas exclu, mais il faut quand même vérifier au cas par cas qu'il y a bien un lien de subordination à l'égard de la société, et j'insiste bien là-dessus, il faut le vérifier au cas par cas. Alors nous passons maintenant au troisième thème, car je vois que le temps file, mais les questions auxquelles nous ne répondrons pas, nous y répondrons par ailleurs sur les forums, soyez-en assurés. Eh bien, le troisième thème, c'est celui de la participation aux résultats et de la question des clauses léonines. Cela a généré beaucoup de questions sur les forums. Je sens bien, nous sentons bien que ces questions de clauses léonines vous posent problème, et sachez que vous n'êtes pas les seuls. Elles ont posé problème, et elles posent encore problème à beaucoup d'étudiants, et pas seulement des étudiants, des praticiens également. Je laisse de côté les enseignants, mais les praticiens également rencontrent des difficultés avec cette notion. Est-ce que, Chantal, vous pourriez nous donner quelques-uns des critères que la jurisprudence, parce que c'est la jurisprudence qui prend position sur cette question, va retenir pour dire qu'une clause n'est pas léonine? D'ailleurs, il faut préciser de quelles clauses on parle. Les clauses dont on parle, ce sont les clauses qui excluent un associé, soit de l'ensemble, enfin, qui excluent un associé de l'ensemble des profits, ou qui, au contraire, lui fait porter toute la charge des pertes. La société française n'admet pas ce genre de clause. Et donc, toute clause de ce type, évidemment, elles ne seront pas rédigées formellement comme ça, ou il ne sera pas écrit dans les statuts, tel associé portera la charge de toutes les pertes, de toutes les dettes. Non, mais le droit des sociétés français vérifie bien que chaque clause, même indirectement, ne porte pas atteinte à cette répartition que tous doivent supporter en ce qui concerne les dettes, les pertes, et à ce bénéfice dont chacun doit pouvoir bénéficier. Voilà. Non, vous avez tout à fait raison. Je vais juste resituer la question, parce que je vois dans les échanges qu'il peut y avoir, et même dans des questions, que ça n'est pas encore complètement clair, l'hypothèse dont on parle, c'est, donc vous l'avez tout à fait très bien dit, on ne veut pas qu'un associé ne supporte pas les pertes. C'est-à-dire que c'est surtout ça qui pose problème. On ne veut pas que celui qui rentre dans une société, eh bien, qu'il puisse reprendre son apport. Si vous souscrivez pour 50 000 € d'actions, vous devez courir un risque. Et on ne veut pas que vous puissiez repartir de manière certaine avec vos 50 000 €. Si la société subit des pertes, si elle mange son capital, entre guillemets, vous devez subir une partie de ces pertes sur votre apport. Bon. Les clauses qui posent problème en jurisprudence, ce sont surtout les clauses par lesquelles vous avez un associé qui s'engage à racheter la participation d'un autre associé à un prix qui va être au minimum le prix d'entrée du premier associé. Cela se voit en matière de capital risque, ce que l'on appelle le private equity, c'est-à-dire que vous avez parfois il faut parler franglais, j'en suis désolé, mais la pratique utilise ce terme, vous avez ces private equity, cela veut dire actionnariat privé par opposition à public equity, l'actionnariat que vous iriez chercher sur un marché, enfin que vous iriez chercher en bourse. Donc vous pouvez demander à des sociétés spécialisées, des fonds d'investissement, de rentrer au capital de votre société. Et à ce moment-là, eh bien,
une société va devenir votre actionnaire, mais elle va vous demander des garanties particulières et notamment, elle va vous demander de pouvoir, si certains événements surviennent, de bénéficier d'un droit à ce que vous lui rachetiez, vous, son co-associé, ses actions. Par exemple, je rentre au capital de votre société, j'apporte 1 million d'euros, mais je vous préviens que si jamais tel événement survient, par exemple, vous n'êtes plus dirigeant de la société, ou par exemple, la valeur de l'action baisse, ou vous perdez tel contrat particulièrement important, à ce moment-là, vous devrez me racheter, j'ai une promesse de rachat de mes actions. Et donc, si vous avez ce type d'engagement, normalement, on ne devrait même pas se poser la question des clauses léonines, parce que ce n'est qu'un accord entre un associé et un autre associé. Mais la jurisprudence française, depuis assez longtemps, est venue nous dire que cela posait problème, et on a plusieurs types de critères, enfin plusieurs critères qui ont été retenus. Dans certains cas, eh bien on va regarder, enfin la jurisprudence nous dit que l'objet de la clause n'est pas de protéger un associé, mais de prévoir le prix de rachat de ses titres. Bon, et dans ce cas-là, on considère que la clause n'est pas léonine. Dans d'autres cas, on va demander au cas par cas que l'on vérifie qu'il y a une période pendant laquelle l'associé court effectivement un risque. Bon. Voilà un autre critère qui est utilisé. On va aussi demander qu'il y ait une promesse croisée en sens inverse, ce qui fait que moi, je suis peut-être protégé parce que je peux me faire racheter mes titres en étant à une valeur supérieure à leur valeur réelle, mais dans le même temps, si la valeur des titres, passe au-dessus de ce que j'ai apporté, à ce moment-là, je serai privé du droit de profiter de cet enrichissement parce que j'aurai pris l'engagement de revendre mes titres au même prix que celui de ma promesse d'achat. Bref. Des critères assez compliqués et assez compliqués à présenter en quelques mots, je m'en rends bien compte. Mais voilà, cette problématique des clauses léonines, elle fait partie des choses avec les problèmes liés, mais ce n'est plus du droit des sociétés, à l'exécution forcée en nature des promesses unilatérales de vente, avec les problèmes de détermination du prix par expert. Elle fait partie de ces éléments juridiques un peu gênants, pour ne pas employer d'autres termes, pour la pratique de la cession d'entreprises organisées sous forme de société. Sur le compte courant d'associés, je ne vois pas beaucoup de questions sur le compte courant d'associés, mais je crois que ce qu'il importe surtout de comprendre, c'est le fait qu'il y a en principe un droit au remboursement et progressivement nous avançons vers le cas pratique qui vous a fait beaucoup réagir. Julien, en quelques mots, ce droit à remboursement, est-ce qu'il est absolu ? Eh bien écoutez, non, le droit au remboursement du compte courant d'associé n'est pas absolu, même s'il est vrai que l'associé peut à tout moment, puisqu'il a une qualité de créancier, c'est absolu alors ? Non, justement non. C'est qu'il y a des limites qui sont celles de l'abus. On ne comprend pas. C'est-à-dire que... On va comprendre. C'est-à-dire que l'associé a le droit de solliciter à tout moment le remboursement de son compte courant, mais il ne doit pas abuser de ce droit. C'est-à-dire que la demande ne doit pas être intempestive. Il doit, dans certaines mesures tout de même, certains arrêts de jurisprudence le reconnaissent, mais effectivement, la doctrine n'est pas toujours d'accord sur les questions. C'est moi la doctrine. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Mais il doit respecter quand même un préavis raisonnable, dès lors que la restitution des sommes serait susceptible de causer un préjudice à la société. C'est juste cette limite qui fait qu'il, à mon sens, n'est pas absolu. Mais... Alors, oui, on pourrait discuter de ça, parce qu'effectivement, le principe, c'est qu'on a un droit à remboursement, parce que le compte courant, c'est un prêt qu'on fait à la société. Donc ça, c'est le principe. Ce principe, il peut être aménagé et même on peut y porter de fortes atteintes par des clauses particulières, des clauses qu'on va mettre dans les statuts, des clauses qu'on va mettre éventuellement dans le contrat. On ne fait pas nécessairement une convention écrite de compte courant, mais on pourrait mettre dans cette convention une clause qui prévoit que lorsque l'on apporte des sommes en compte courant, ces sommes sont bloquées pendant un certain temps. Et puis après, alors, est-ce qu'il faut respecter un préavis ? Là encore, on peut le prévoir par convention.
Oui, on peut toujours imaginer que l'associé qui demanderait son remboursement d'une manière qui serait préjudiciable à la société s'expose à une action en responsabilité, mais si le principe c'est celui du droit à remboursement, eh bien normalement ça veut bien dire ce que ça veut dire, on a droit au remboursement à tout instant. Après, nuançons encore par le fait qu'un associé qui viendrait pour causer un préjudice à la société, pour gêner la société, demander de manière intentionnelle son remboursement à un moment particulièrement gênant, pourrait effectivement engager sa responsabilité civile. On aborde notre dernier thème pour notre première séance en live, et c'est celui, j'ai choisi le thème des sociétés unipersonnelles. Ça recoupe un peu le premier thème qu'on a vu ensemble. Société unipersonnelle, entreprise individuelle, est-ce que c'est la même chose finalement? Chantal, est-ce qu'une entreprise individuelle, c'est une entreprise unipersonnelle? On peut avoir du mal à s'y retrouver. Aidez-nous. Non, non. L'entreprise individuelle, on peut la confondre avec le URL parce qu'on retrouve les deux termes entreprise. Mais en fait, l'entrepreneur individuel, c'est l'entrepreneur personne physique qui va généralement, sauf les cas que nous avons vus tout à l'heure, qui va engager tout son patrimoine, éventuellement même le patrimoine commun avec son conjoint. Alors que l'entreprise, le URL, par exemple, ou la SASU, Société par Action simplifiée unipersonnelle, eh bien, ce sont des sociétés dans lesquelles vous avez une personne juridique propre, une personne morale propre, qui donc a son propre patrimoine, qui a des droits elle-même, qui a des obligations personnelles qui ne sont pas du tout celles des personnes qui la composent, qui ne sont pas du tout celles des associés ou des actionnaires. Donc vous avez vraiment deux types d'entrepreneuriat qui se réalisent de deux façons bien différentes. Oui, c'est une explication très claire, mais c'est vrai que ça n'est pas encore... je trouve que nos textes pourraient présenter mieux les choses et on pourrait expliquer assez clairement parce que ce concept de société unipersonnelle ne parle pas à tout le monde. On a permis, c'est l'EURL. En plus, EURL, ça veut dire entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Il faut bien comprendre que l'EURL, c'est une SARL à un seul associé. Et on a permis, depuis 1985, qu'une personne seule puisse constituer une société où elle sera associée toute seule. C'est un peu étrange comme concept, il faut bien en convenir, mais cela permet du coup de créer une personne morale dans laquelle on met son entreprise. Aujourd'hui, on réfléchit en France à une réforme possible du statut de l'entrepreneur individuel. Il y a eu un rapport rédigé sous la direction d'un député, M. Grand-Guillaume, et ce rapport fait aujourd'hui l'objet d'un groupe de travail qui envisage notamment la possibilité que le statut de l'entrepreneur individuel recouvre aussi celui de la société unipersonnelle, mais c'est une question qui est assez sensible parce que si vous voulez simplifier, si on veut ce fameux choc de simplification dont on parle, mais qui n'est pas toujours apparent aux yeux des juristes et de ceux qui lisent des textes de droit, si on veut ce choc de simplification, il ne faudrait pas seulement créer un nouveau statut, mais il faudrait créer, pas un statut supplémentaire, mais il faudrait créer un statut unique et éviter à l'entrepreneur d'avoir à choisir entre entrepreneur individuel tout court, EIRL, EURL, les différentes sociétés. Sur nos différents thèmes, je vois d'autres questions auxquelles j'ai envie de réagir. Par exemple, une question qui concernait la possibilité pour un salarié, je reprends les termes de la question, c'était de placer ses salaires en compte courant. Oui, un salarié peut tout à fait décider de prêter de l'argent à sa société. Mais alors attention, avec quand même quelques précautions, parce qu'il faut préciser que toute personne ne peut pas prêter de l'argent à une société. En principe, ce sont les dirigeants et les associés. Pour les associés, on va vous demander, suivant les formes sociales, d'avoir, dans certains cas, une certaine participation. Dans les sociétés par action, on va vous demander d'avoir 5% du capital social parce qu'on ne veut pas finalement qu'il y ait un système de prêt qui soit fait trop facilement. Enfin, le prêt, en principe, est fait par des établissements de crédit.
on prévoit une dérogation particulière dans le Code monétaire et financier pour le compte courant d'associés. Bon. Donc, toute personne, enfin le salarié, ne peut pas systématiquement prêter de l'argent à sa société, mais s'il est associé, il doit pouvoir faire un versement en compte courant. Encore faut-il d'ailleurs, il faut le préciser, pour faire un contrat, il faut être deux, il faut que la société accepte cela. Et il faudra discuter avec la société de la rémunération, de l'intérêt particulier qui viendra rémunérer précisément ce prêt fait à la société. Alors nous avons couvert les différents thèmes, nous avons répondu à au moins une partie des questions qui nous ont été posées en direct. Nous allons maintenant parler du cas pratique, parce que le cas pratique, eh bien, je sens bien qu'il vous fait réagir. Vous avez, pour une bonne partie des personnes qui ont répondu, vous avez déjà trouvé les éléments de réponse, mais je crois qu'il faudrait aller un peu plus loin, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir l'intuition juridique, c'est bien d'avoir en tête la solution, ce que doit être éventuellement quelle pourrait être la solution qu'un avocat donnerait dans la consultation qu'il ferait, la solution, espère-t-on, que le juge saisi du litige viendrait nous donner. Bon, c'est bien d'avoir une intuition. Mais c'est un conseil que l'on donne souvent à l'université à nos étudiants, et je crois qu'il a au moins en partie sa valeur ici. Essayez de vous interroger aussi sur les fondements de la solution que vous retenez. C'est-à-dire que donner une solution, c'est bien. Dire que, eh bien, oui, on peut demander à la société, on peut demander au gérant de la société de rembourser telle somme ou à hauteur de telle somme, mais pas à hauteur de telle autre. Mais il faut aller un peu plus loin et il faut se demander, au vu des éléments que vous avez, quels sont les textes, quelles sont éventuellement les solutions jurisprudentielles qui justifient cela. Ça ne veut pas dire que vous deviez faire des consultations juridiques de 10 pages dans tous les sens. La question posée est d'ailleurs assez simple et volontairement. Mais avant de donner la solution, essayez de vous demander quel est le fondement juridique. Parce que souvent, en se posant cette question, on peut se demander s'il n'y a pas un fondement juridique pour une autre solution ou s'il n'y a pas un deuxième fondement juridique mais qui permet d'arriver un peu plus loin ou qui au contraire invite à nuancer la réponse. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le cas pratique. Notre MOOC continue. Continuez à participer, continuez à poser des questions. Vous avez notre QCM auquel vous pouvez déjà répondre. J'ai vu par les échanges que certains parfois ont appuyé un peu trop vite sur la touche qui valide le QCM. Ça n'est pas très grave, mais évitez de le faire 6 semaines de suite. Et pour le dernier QCM, nous continuons. Nous aborderons la semaine prochaine d'autres thèmes, mais je ne vais pas trop vite en besogne. Il faut que vous puissiez finir et continuer d'approfondir les premiers thèmes et continuer à échanger entre vous, avec nous. Le MOOC, c'est aussi bien évidemment un espace dans lequel vous travaillez entre vous, dans lequel vous constituez des communautés de travail entre vous, particulièrement lorsque vous n'êtes pas en France, lorsque vous êtes dans un pays francophone mais qui applique un droit proche du droit français. Je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà dit, c'est important que vous puissiez faire de petits groupes de travail ou de gros groupes de travail pour vous demander ces solutions qu'on donne, est-ce qu'elles sont les mêmes chez nous? Mais chez nous, est-ce que le compte courant d'associés, est-ce qu'on en a un? Alors généralement oui, mais est-ce que son régime est identique à celui qui a été évoqué dans le cadre du MOOC? Bon, si ça ne s'appelle pas compte courant d'associé, ça s'appelle prêt d'associé ou quelque chose de similaire. Voilà, donc vraiment, merci de votre participation à tous et continuez à participer nombreux. Et merci à nos deux community managers qui m'ont accompagné ce soir. Et c'était, comme toujours, très agréable de travailler avec vous et avec vous.